Bonsoir à tous, bienvenue à cette première conférence d'HTC. Donc je suis Louis Escudero, le président de l'association. Et ce soir, nous recevons, c'est pas une surprise, Pierre Gattaz, que nous sommes enchantés, ravis d'accueillir. Alors, avant de plonger dans la conférence proprement dite, je vais rapidement reparler de pourquoi HTC a été créée. Elle a été créée en 2011. Elle est partie d'un constat simple, c'est que souvent, il n'y a pas vraiment de lien entre le monde politique et les écoles d'ingénieurs. Alors que pourtant, vous tous, ingénieurs de demain, vous serez des décideurs, vous serez potentiellement à la tête de grands groupes, à la tête de grandes entreprises, et vous serez amenés à côtoyer des unions telles que le MEDEF. Et on pense qu'il est important que vous ayez un contact avant, pendant l'école, que vous puissiez voir un peu ce qu'est une personnalité politique. C'est pour ça qu'on a créé IRDECOM, pour créer un canal de communication entre les étudiants des grandes écoles d'ingénieurs et les personnalités politiques. Alors cette conférence s'inscrit dans un cadre un tout petit peu particulier. Certains d'entre vous étaient là et le savent, HTC a gagné l'année dernière le prix de la meilleure association télécom organisée par EY. Et on a dû défendre un projet. Notre projet était le suivant. Nous, ce qu'on sait faire, c'est des conférences. Donc on va organiser des conférences, mais sur un thème. Et ce thème-là qu'on a choisi, c'est un thème assez récurrent et en même temps absolument passionnant, qui est l'innovation et l'entrepreneuriat, qui est au cœur de Télécom. C'est dans ce cadre-là qu'est invité Pierre Gattaz, président du MEDEF, qui va se faire un plaisir de répondre à nos questions et à vos questions. Alors juste, je rappelle rapidement comment s'organise une conférence d'IRDECOM. Dans quelques instants, je vais présenter M. Gattaz en 5 minutes, des rappels biographiques très rapides pour resituer le contexte. Puis, les deux membres de l'association, Mathieu et Quentin, vont l'interviewer sur une liste de sujets. Ça va durer en gros 40 minutes et on vous laissera les 20 dernières minutes avant 8 heures pour poser vos questions. On passera avec un micro dans la salle. Ensuite, on vous invite à nous rejoindre dans le hall bar où un cocktail vous sera servi. Mais passons tout de suite à qui est Pierre Gattaz. Pierre Gattaz est né le 11 septembre 1959. Et pour ceux que ça intéresse, il est le fils d'Yvon Gattaz. Vous allez voir, ça a une importance. Yvon Gattaz est le fondateur de l'entreprise Radial. Alors je rappelle rapidement, qu'est-ce que Radial ? Radial, aujourd'hui, c'est 203 millions d'euros de chiffre d'affaires et 2500 emplois. Ils produisent des connecteurs. 270 millions d'euros de chiffre d'affaires en 2014. Oh, pardon. Les chiffres que j'ai sont ceux de 2011. 203, ça va être 2011 ou 2012, ouais. Oui, c'est ceux de 2011. Je vous confirme. Oui, pas de souci. Alors on va passer sur son enfance, vous serez intéressé de savoir que c'est un diplômé d'une école d'ingénieurs, Télécom, alors pas Paris-Tech, mais Télécom Bretagne. Donc il est ingénieur, comme vous. De 84 à 89, il est chef de projet chez Dassault Électronique. En 92, il reprend la direction de Radial. Et en 94, il devient président du directoire de Radial toujours. En parallèle, M. Gattaz s'investit énormément dans les fédérations d'entreprises, et notamment de l'électronique. Alors je ne vais pas tous les citer, mais il a été président du GIXEL, fondateur du FIEN, président du FIEC. Il intègre le conseil exécutif du MEDEF, donc le mouvement des entreprises de France, en 2007. En 2010, il devient président du GFI, le groupement des industries françaises, des fédérations industrielles, qui représente globalement 80% des entreprises de l'industrie française. Il est également le fondateur de La Fabrique, un think tank industriel. En juillet 2013, il succède à Laurence Parisot à la présidence du MEDEF. La boucle est bouclée, puisque son père, Yvon Gattaz, de 81 à 86, avait été à l'époque directeur du CNPF, qui est devenu le MEDEF. Tout de suite, Pierre Gattaz. Monsieur Gattaz, à nouveau, merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci beaucoup. Nous vous proposons de passer tout de suite à la première partie de cette conférence, où nous allons parler de l'entrepreneuriat en France. Donc, l'entrepreneuriat, c'est un sujet que vous connaissez bien. Donc, depuis tout jeune, vous côtoyez ce monde. En effet, 7 ans avant votre naissance, comme on l'a rappelé, votre père crée l'entreprise
il publie un livre intitulé Les hommes en gris pour inciter les jeunes des grandes écoles comme nous à créer leur entreprise. Donc on retiendra de ce livre une phrase. Pour créer une entreprise, il suffit d'avoir 10% de finances, 10% de compétences, 40% de vaillance et 40% d'inconscience. Donc cette formule me laisse penser qu'il n'est pas si compliqué de créer sa boîte. Mais quand on lit Le Monde de 2011, on apprend que seulement 1% des étudiants en école d'ingénieur se lancent dans la création d'entreprises. Donc j'ai donc deux questions. La première, est-ce que le point de vue de votre père est toujours d'actualité près de 40 ans plus tard ? Et la deuxième, quels sont les freins qui nous empêchent de créer nos entreprises ? D'accord. D'abord, ravi d'être parmi vous. En effet, j'ai été en troisième année à Télécom Paris pour faire une option biomédicale. Donc, je me souviens de ces locaux et d'un certain nombre de choses. Et ça me fait une émotion au cœur de me retrouver rue Barreau aujourd'hui. Alors, en effet, moi j'ai un parcours d'abord de cadre, d'ingénieur chez Dassault Électronique pendant 5 ans, après avoir passé 2 ans aux États-Unis. Puis je me suis occupé d'une petite société PME qui s'appelait Fontaine Électronique pendant 3 ans. C'est intéressant les PME parce que c'est vraiment une vie tout à fait particulière où le chef d'entreprise fait absolument tout. Il doit s'occuper de RH, de commandes, il est à la fois le vendeur, le comptable, le financier. Et puis Radial entre 92 et maintenant, où en effet j'ai beaucoup développé surtout l'international de Radial et beaucoup l'innovation et je crois que c'est un des thèmes de ce soir. Alors l'entrepreneuriat, c'est un point absolument fondamental du pays. Nous sommes très forts en fait en nombre de start-up en France par rapport à nos pays concurrents allemands, anglais. Par contre, on ne dure pas. C'est-à-dire que très souvent, soit il y a un échec important, d'une part, et beaucoup de sociétés, beaucoup d'entreprises, d'entrepreneurs qui ont créé leur start-up ne durent pas dans le temps, c'est-à-dire qu'ils vendent leur société au bout de 3 ans, 4 ans, 5 ans, 7 ans. Contrairement à ce qui se passe dans d'autres pays, comme l'Angleterre notamment, où il y a autant d'entrepreneurs, mais qui durent plus longtemps. L'Allemagne aussi est un exemple où ils ont moins d'entrepreneurs au départ, mais par contre, ça dure beaucoup plus longtemps. Alors, l'entrepreneuriat, et en effet, Yvon, qui a créé Radial en 52, se lamentait déjà à l'époque qu'il n'y avait pas assez d'ingénieurs qui créent leur entreprise. Et aujourd'hui, malheureusement, moi, les chiffres que j'ai, c'est aussi 1 sur 15 élèves ingénieurs qui créent leur entreprise dans leur carrière, ce qui est très faible en fait. Alors que, si vous voulez, l'entrepreneuriat, c'est absolument phénoménal. C'est quelque chose qui est un de nos 7 relais de croissance. Je reviendrai là-dessus du projet MEDEF. Nous avons beaucoup travaillé sur un projet qui s'appelle France 2020, une France qui gagne. Faire gagner la France, c'est quoi ? Et c'est une France d'enthousiasme, une France de rêve, une France où les jeunes restent en France, où les ingénieurs s'épanouissent en France, et une France où le chômage tomberait en dessous de 7%, ce qu'on appelle le plein emploi. Et une France qui retrouve la croissance en 2020. Et on a localisé 7 grands relais de croissance pour faire ça. Il y en a un qui est l'audace créatrice, l'entrepreneuriat. Et il faut susciter plus d'entrepreneurs, plus de gens à créer des entreprises au départ, et surtout qu'ils restent entrepreneurs, qu'ils étoffent, qu'ils développent leur entreprise en France. Et là, il faut en effet que le financement soit assuré à tous les étages, je reviendrai là-dessus si vous le souhaitez, que la fiscalité soit propice pour accompagner une aventure entrepreneuriale et que la législation du travail aussi permette l'embauche et n'ait pas trop d'effet de seuil. En fait, on s'aperçoit que très souvent, les entrepreneurs qui ont commencé à réussir en France et qui ont 3, 4, 5 millions d'euros comme valorisation, vendent leur entreprise, souvent vendent leur boîte, se mettent au Luxembourg et ont vendu leur entreprise et ont 4 ou 5 millions à placer en tant que business angel. Alors que tout est possible en France et on voit les grandes réussites américaines comme Google, Amazon, etc. font qu'en effet, on pourrait rêver en France d'avoir des petites entreprises, des startups qui deviennent des TPE, puis des PME, puis des ETI, des entreprises de taille intermédiaire et enfin des grands groupes. Donc nous travaillons ardemment au niveau du MEDEF avec Thibault Langstad qui s'occupe de ce pôle entrepreneuriat pour susciter beaucoup plus d'entrepreneurship spirit, d'esprit entrepreneurial en France et tout ce qui accompagne une aventure entrepreneuriale. Alors, je finis avec, avant de répondre, avant de vous laisser poser la deuxième question, sur les 6 autres relais de croissance qu'on a répertoriés qui pourront vous intéresser.
Donc l'audace créatrice, c'est qu'il y ait beaucoup plus d'entrepreneurs qui restent, qui durent, qui se développent, et qui aient le droit à l'erreur. Car, si vous voulez, en effet, il faut du courage pour se lancer. Il faut d'abord avoir de l'audace pour trouver une idée. L'audace, c'est-à-dire de sortir des idées, des préconçus, sortir du carré et trouver l'audace de réfléchir autrement. Ensuite, il faut avoir le courage de se lancer, c'est-à-dire de se lancer dans l'aventure, de se lancer dans la bataille et de plonger dans la piscine. Et ensuite, il faut de la ténacité, de la témérité pour durer. Et vous savez, c'est pas forcément vous retrouvez ces qualités-là quand vous êtes chef d'entreprise, en fait. Même dans une transmission d'entreprise, quand vous reprenez une entreprise, encore plus une entreprise en difficulté, comme ce que j'ai dû faire avec Fontaine Électronique, eh bien, c'est l'audace de reprendre une entreprise qui va pas bien, et qui va bien. Et quand elle va bien, c'est l'audace de piloter une entreprise pour la redévelopper dans un monde très mouvant, qui bouge. Car la caractéristique de notre monde aujourd'hui, c'est qu'on est en monde dans une mutation accélérée. Alors, il est accéléré, c'est autant d'opportunités pour nous, c'est qu'on a 150 pays en concurrence, alors que du temps des 30 Glorieuses, il y a 30 ou 40 ans, il n'y en avait que 5 pays en concurrence, le Japon, l'Angleterre, les États-Unis, l'Italie, l'Allemagne, point. Aujourd'hui, ce sont autant de concurrence, mais autant d'opportunités. Deuxièmement, le monde du numérique, que vous connaissez bien à Télécom, eh bien, apporte des opportunités fantastiques, mais vont détruire des pans entiers comme je dirais la Redoute que vous connaissez, magasin de distribution, le tourisme, tout va être bouleversé. Il va y avoir des destructions d'emplois malheureusement, mais beaucoup de création d'emplois par des gens, par des jeunes comme vous éventuellement, qui allaient faire je dirais, développer des aventures industrielles dans le numérique. Et troisième mutation importante du monde, c'est les modes de vie changent. Les modes de vie changent, les jeunes et que vous représentez, les jeunes générations, vous souhaitez travailler peut-être plus tard le soir ou tôt le matin, peut-être parfois le week-end, pourquoi pas, vous voulez faire vos courses le dimanche ou après 21h. Et donc tout ça, ces mutations fortes du monde, c'est autant d'opportunités de création d'entreprises. Alors, les autres relais de croissance, c'est quoi? C'est le monde est à équiper. Vous avez 7,5 milliards d'individus à équiper. Et les Français, on est mauvais en exportation. Donc, il y a tout à faire à l'exportation, en mondialisation. Le deuxième grand défi, c'est l'Europe. L'Europe, c'est un formidable marché pour nous tous, 500 millions d'habitants. Le troisième marché, c'est le numérique, j'en ai parlé. Énorme marché, on a des qualités fantastiques. Le quatrième marché, c'est tout ce qui est transition énergétique. L'écologie, l'énergie, le développement durable. On a tout pour réussir et ce sont des problèmes d'ingénieurs très souvent. Le cinquième grand marché, c'est les filières du futur. Je pourrais revenir là-dessus. Les filières du futur, c'est par exemple l'économie des personnes âgées, l'économie de la santé, le tourisme, l'agroalimentaire, la sécurité des biens, des données, des personnes, des transports. Tout ça, ce sont à la base de l'innovation technologique, de l'innovation technique et des formidables opportunités de développement. Après, le sixième marché, j'en ai parlé, c'est l'entrepreneurship, l'audace créatrice. Et la septième relais de croissance, c'est l'épanouissement des hommes et des femmes. L'épanouissement des hommes et des femmes, si vous voulez, c'est extrêmement important, car, comme vous le savez, on veut toujours considérer le MEDEF comme le grand Satan français, comme le représentant des patrons, et les patrons, ça exploite le peuple, etc. Alors que, qu'est-ce qu'on dit, si vous voulez, intrinsèquement, et je crois que c'est important, le plus bel endroit au monde, après la famille, c'est l'entreprise. L'entreprise, c'est une communauté humaine, c'est une communauté d'hommes et de femmes, de salariés, de cadres, d'ingénieurs, d'ouvriers. Et en fait, c'est un projet collectif. C'est un endroit où on apprend à des jeunes à travailler, où on apprend à des gens un métier. Le métier apporte de la dignité humaine, de l'épanouissement humain, du travail collaboratif. L'entreprise crée de la richesse pour l'ensemble du pays. Paye des impôts qui permettent de créer de la richesse pour payer nos magistrats, nos infirmières, nos policiers, nos militaires, les fonctions régaliennes. Et il n'y a pas de plus bel endroit au monde que l'entreprise. Et malheureusement en France, l'entreprise est très souvent malmenée, pas comprise. Et l'un des grandes batailles du MEDEF, c'est d'expliquer ça aux Français et aux partis politiques qui malheureusement sont souvent des gens qui n'ont jamais mis les pieds dans une entreprise. Bon, j'arrête là parce que sinon je ne vais pas pouvoir répondre à vos questions. Merci. Donc, vous avez commencé à en parler, vous vous intéressez notamment à l'économie numérique pour encourager l'entrepreneuriat, ce qui nous touche particulièrement ici à Télécom. On vous a vu, par exemple, accompagner Fleur Pellerin au CES de Las Vegas en janvier dernier. Et donc, ma première question, c'est donc notre French Tech commence à bien s'exporter, mais par quels moyens comptez-vous, vous avez commencé à en parler, comptez-vous la soutenir? Et deuxième question, vous avez parlé de France 2020. Comment encourager nos entrepreneurs à créer leurs entreprises en France
et pas à l'étranger. Alors, d'abord, je sors de ma poche un petit objet qui s'appelle le WeThings. Je ne sais pas si vous connaissez WeThings, mais c'est un copain de taupe, de Maths P, qui a créé en fait la première Freebox dans les années 90, je crois, qu'il a vendu à France Télécom à l'époque, qui s'appelle Eric Carrel, que vous avez peut-être connu d'ailleurs. Et Eric a vendu son entreprise et il a créé 3 entreprises. C'est un serial entrepreneur qui est génial. Il a créé WeThings, qui est l'objet connecté. Donc là, vous avez ça sur vous et ça vous indique le nombre de pas que vous faites, le nombre de calories grillées. Il y a un petit capteur pour le battement de cœur, etc., etc. Bon, tout ça est envoyé à votre smartphone qui vous indique en fait tous les jours vos statistiques et qui suit votre santé. Ensuite, il a aussi le brassard pour vous prendre le pouls et la balance Wi-Fi aussi en connexion wireless qui vous permet de suivre progressivement votre santé. Tout ça pour vous dire, si vous voulez, que ça c'est de l'invention française. Et qu'on a une culture télécom et numérique extrêmement forte en France. Et que j'ai été désespéré de voir la crise de 2001 que j'ai subie en tant que fabricant de composants électroniques. Alors je vous sors un autre petit objet de ma poche parce que j'aime bien. Ah ben je l'ai pas. Si j'en ai un. Ça c'est un composant radial. C'est un connecteur qui est monté sur les Boeing 787. C'est du composite, c'est-à-dire un plastique chargé fibre de verre, très résistant à tout, ça résiste au feu, à l'humidité, c'est monté dans les avions. Il y en a environ 3000 par avion 787, très très léger, très résistant. Ça connecte des fils électriques et ça peut de l'optique et du coaxial. Donc ça, c'est de l'innovation aussi, je pourrais vous en parler. Tout ça pour vous dire qu'on a une culture télécom énorme et qu'en 2001, 2002, 2003, il y a eu une crise télécom majeure dans le monde entier qui fait que j'avais en France des dizaines de clients qui sont tous morts ou qui sont tous partis. Et aujourd'hui, on est en train de repartir doucement et on s'aperçoit que la culture télécom numérique est très forte en France. Et ce qu'on a vu à Las Vegas, au Consumer Electronics Show, ce que j'ai vu, c'est qu'il y avait 200 startups qui venaient du monde entier, qui venaient d'Israël, de Corée, d'Argentine, des États-Unis, de Canada, d'Angleterre. Et bien sur ces 200 startups, il y avait 40 entrepreneurs et entrepreneuses françaises. C'est-à-dire il y avait donc 20% qui venaient de France, qui était génial. Donc vous aviez des WeThings, des Blablacar, vous en aviez, j'en passe et des meilleurs, qui exposaient et qui étaient extrêmement doués. Donc je pense que la revanche est arrivée, l'heure de la revanche est arrivée pour les Français que nous sommes, pour vous tous, c'est-à-dire que le monde du numérique est absolument gigantesque. Et on a une créativité fantastique, on a une culture extraordinaire. On est très fort en maths, on est très fort en algorithme, on est très fort en transmission, etc. Et je crois que le monde du numérique, on n'a vu que le début aujourd'hui, et on a des positions à prendre dans le monde entier. Alors, je ne sais pas si on sera aussi fort que les Américains avec les Google, les Amazon et autres, mais ceci étant dit, on peut vraiment, à mon avis, faire un carton dans ce domaine du digital, car ce domaine imprègne tous les marchés. Vous le retrouvez dans la santé. Ça, c'est des objets connectés pour la santé. C'est un énorme marché qui s'ouvre, qui va révolutionner le monde. Sur l'économie des personnes âgées, car une personne âgée, ça a besoin d'être suivi par des capteurs de chute, des capteurs de mouvement, des capteurs, etc. Vous avez, dans tous les domaines, dans le commerce, dans le commerce de gros, dans la logistique, bien sûr, vous connaissez Amazon par cœur, mais tout va être chamboulé. Et à chaque fois, vous pouvez avoir des idées de numérique qui sont formidables et qui ne demandent qu'à être créées. Et je crois qu'on a des atouts fantastiques en France pour développer tout ça dans le futur. Donc, par rapport à la question de savoir comment inciter à rester. Alors, comment inciter à rester ? Nous, on travaille sur 3 projets en France. Si vous voulez, l'idée du MEDEF, le MEDEF, c'est pas un parti politique, surtout pas. Je ne suis pas un chef de parti. Moi, je représente le mouvement des entreprises de France. Et on est 750 000 adhérents qui sont essentiellement des petites PME et des TPE. Ça, on ne le sait pas. On nous dit tout de suite, le MEDEF, c'est le CAC 40. Mais pas du tout. La moyenne d'un adhérent a 20 salariés, entre 10 et 20 salariés. Et mon adhérent moyen, il est dans la Creuse, il est à Albi, il est à Voiron, il est à Grenoble, il est à Cherbourg.
Et il fait de la mécanique, il fait du bâtiment. C'est un type, un héros en général, ou une héroïne, parce que le type, en fait, il se retrouve, il s'est lancé, il a eu le courage de se lancer un moment, et il a investi sa fortune, ou il a vendu sa maison, etc. Il bosse comme un âne, et c'est un type extraordinaire parce qu'il veut développer de l'emploi et et faire de la croissance. Donc c'est ces gens-là que je vois toutes les semaines. Je fais beaucoup de voyages en province pour les rencontrer. Et quels sont les trois problèmes qu'on a en France pour développer encore plus l'entrepreneuriat? On a un problème de compétitivité. Bon, donc le président de la République a lancé le pacte de responsabilité. Car, vous savez, la France a été gérée depuis 30 ou 40 ans, en fait, d'une façon un peu simplette, on va dire, simpliste. C'est que chaque fois qu'on avait un problème à régler, on a rajouté des taxes ou des impôts ou des charges. Et en fait, un problème d'enseigne lumineuse, on a créé la taxe enseigne lumineuse. Un problème de trottoir, taxe trottoir. Un problème de foncier bâti, taxe foncier bâti. Et aujourd'hui, on a 150 taxes et impôts qu'on appelle des impôts de production qui n'existent pas en Allemagne ou dans les autres pays, qui existent en France. Et ça coûte 60 milliards sur le dos des entreprises. Ensuite, on a le coût du travail qui a beaucoup augmenté depuis 15 ans. Donc, quand vous êtes en entrepreneur en France, vous avez un coût du travail plus élevé que tous nos voisins européens, puisque le coût du travail est le plus élevé de toute l'Europe quasiment, et on a un niveau d'impôt extrêmement élevé. Le président de la République, François Hollande, s'en est rendu compte. Manuel Valls a continué en effet dans cette rubrique-là, et l'idée c'est de baisser les dépenses publiques pour que nous payions moins d'impôts en tant qu'entrepreneur et qu'on soit compétitif par rapport au reste du monde. Alors ça, c'est en cours. Deuxième chose qu'il faut faire, c'est améliorer la législation du travail, qui est aussi devenue extrêmement compliquée. Donc un entrepreneur dont je parlais tout à l'heure, au bout de 3, 4, 5 ans, il a malheureusement, il n'a pas envie de rester en France. Certains le font, enfin Radial, je le fais, je crée des emplois en France. Mais c'est vrai qu'il faut régler ce problème de fiscalité très lourde et je dirais de législation du travail trop complexe. Donc c'est nos deux sujets principaux au niveau du MEDEF. Ensuite, ce qu'on fait, c'est faire en sorte que l'ensemble des Français comprennent que l'entreprise, je le disais, c'est 80% des solutions de notre pays. Tous les pays qui réussissent au monde, que ce soit Hong Kong, Singapour, le Canada, vous les prenez tous, hein, qu'ils soient émergents ou émergés, ils ont fait 3 paris fondamentaux. Ils ont dit l'entreprise, c'est un lieu où on crée de la richesse et de l'emploi et de la croissance. C'est la cellule de base fondamentale de tout pays qui réussit. Deuxièmement, l'économie de marché, c'est ni à gauche ni à droite. L'économie de marché, c'est un fait. Il n'y a pas d'autre économie qui fonctionne aujourd'hui dans le monde. L'économie de marché, c'est y compris la Chine, l'a appris, l'Inde, la Corée du Sud. L'économie de marché, ce sont des règles partagées par tous les pays qui réussissent. Et puis, la mondialisation. La mondialisation, c'est fondamental, ce sont des opportunités extraordinaires. Certains partis politiques que vous connaissez disent non, il faut fermer les frontières, il faut repasser au franc français, etc. Mais nous, on dit, mais n'importe quoi. La mondialisation, c'est une opportunité fantastique pour les entreprises et les entrepreneurs. Donc aujourd'hui, si vous voulez, voilà les combats que nous menons, de telle façon à ce que des entrepreneurs qui, comme vous, certains d'entre vous qui pourraient se lancer dans la bataille de l'entrepreneur, se retrouvent sur un terreau attractif. Et le terreau français est très attractif, a beaucoup d'atouts, énormément d'atouts. Alors, les atouts, c'est qu'on a une culture d'ingénieur très forte, on a des réseaux, on a des infrastructures très, très, très bonnes. L'infrastructure haut débit est excellente aussi en France. On a une administration qui fonctionne, même si elle est beaucoup trop lourde, mais elle fonctionne. On a des filières d'excellence comme les télécoms que j'ai cités, l'aéronautique, le spatial, le militaire, le luxe, l'agroalimentaire, la santé. Voilà des belles filières qui ont des réputations très fortes dans le monde entier. Et puis on a la chance d'avoir un CAC 40. Le CAC 40, là aussi, politiquement, les gens disent c'est machin, les grands groupes. Mais c'est une force considérable du pays. Parce que le CAC 40, ce sont des grandes entreprises internationales qui ont 100 000, 200 000, 300 000 personnes et qui sont autant de porte-avions à l'étranger de tous les écosystèmes français et de la culture française et des produits français. Donc je dirais, ne crachons pas sur le CAC 40 parce que ce sont nos ambassadeurs avancés dans le monde entier, dans la mondialisation. Donc voilà tous les atouts que nous avons pour réussir dans le futur. Et ce que nous avons rajouté, c'est France 2020. France 2020, c'est ce fameux projet dont je vous ai parlé au tout début,
qui est parti aux universités d'été du MEDEF, où vous pourriez contribuer, parce que nous cherchons à le rendre viral, à le disséminer, à faire que des jeunes et des jeunes ingénieurs puissent travailler avec nous. Je vous ai dit, on voulait beaucoup travailler sur les filières d'avenir et sur le numérique et sur la transition énergétique. Ça, ce sont des filières d'innovation pure, où le génie français peut faire la différence avec tous nos concurrents et en n'ayant peur de personne, parce que l'innovation est la clé de tout ça. Il y a l'excellence opérationnelle aussi qui est fondamentale, c'est-à-dire savoir, une fois qu'on a l'idée, il faut savoir la produire en termes de produits ou de services. Et on a tout pour réussir. France 2020, c'est montrer que la France peut s'en sortir pour qu'on ait tout et tout. Alors ensuite, en effet, il faut susciter plus de rêves d'entrepreneurs. Et moi, ce que je souhaite aussi au niveau du MEDEF, c'est d'expliquer à tous les Français que l'entreprise, comment fonctionne l'entreprise, que c'est le plus bel endroit au monde, que c'est pas la lutte des classes, que quand on entend cadeau aux entreprises, cadeau aux patrons dans certains termes politiques, c'est un scandale, parce que derrière une entreprise, il y a des salariés, et un patron, ça ne fait que d'essayer de développer son entreprise, si possible en France, et d'avoir des salariés épanouis, heureux, motivés. Alors, c'est toujours facile, parce que vous avez la crise, mais je dirais qu'il faut aussi que les gens comprennent qu'en tant que salarié ou cadre, eh bien, on aura peut-être plusieurs employeurs dans la vie. Et que la responsabilité d'un chef d'entreprise, c'est la formation permanente de ses salariés aussi. Et donc c'est tout ça qu'on essaye d'expliquer à travers des interviews, des radios, des conférences. C'est que l'entreprise, c'est vraiment l'endroit qu'il faut développer à mort, et que c'est pas une notion de politique de gauche ou politique de droite. Et ça, c'est une révolution profonde qu'on doit être amené en France à faire. J'espère que ce que nous voyons avec le discours d'amour, la déclaration d'amour de Manuel Valls à Juan Josas, et ce qui se passe actuellement, c'est fondamental pour le pays, parce qu'on ne devrait plus avoir d'alternance gauche-droite dans le futur, où en effet, on bafoue l'entreprise. Parce que quand on bafoue l'entreprise, on bafoue des salariés, on crée du chômage. L'entreprise, elle n'est ni à gauche ni à droite. Elle survit et c'est une arme de conquête du monde et de développement et de croissance. C'est ça qu'il faut vraiment retenir et que tous les Français devraient avoir en tête. On a vu que la France avait beaucoup d'atouts. Donc je vous propose maintenant de passer à la deuxième partie, vu que vous avez commencé à l'aborder. Donc ça sera une partie sur l'actualité, en particulier l'actualité brûlante du MEDEF. Donc, on se rappelle qu'en avril dernier, le gouvernement annonce la mise en place d'un pacte de compétitivité qui devrait alléger de 40 milliards les charges des entreprises françaises. Puis, comme on va le revoir, Manuel Valls déclare son amour à l'entreprise à l'université d'été du MEDEF. On a une vidéo. La France a besoin de ses entreprises. Et moi, j'aime l'entreprise. J'aime l'entreprise. Donc, comme on vient de l'observer, le 27 août dernier, c'est une parfaite entente entre le gouvernement et le MEDEF. Mais un mois plus tard, vous annoncez un plan de choc de relance. Et ces déclarations sont très mal perçues par le gouvernement en place et viennent rompre l'entente parfaite entre le MEDEF et le gouvernement, comme cela relaté dans le Canard enchaîné de mercredi dernier. Donc, j'aurais donc deux questions. Oui. J'aurais donc deux questions, l'une sur le fond et l'autre sur la forme. Donc la première, c'est est-ce que vous pouvez développer et clarifier certaines de vos mesures, comme l'assouplissement des 35 heures ou la mise en place d'un salaire inférieur au SMIC, appelé le salaire de transition d'accès à l'emploi. Et la question sur la forme, c'est pourquoi avoir annoncé ces mesures aussi frontalement, de manière à rompre cette entente. Enfin, je ne sais pas si c'est voulu. Alors, méfiez-vous de la presse. Méfiez-vous des journalistes, méfiez-vous de ce que vous lisez. Parce que, si vous voulez, moi je suis un entrepreneur, hein, de base je fais des petits composants électroniques, et depuis un an je suis président du MEDEF. Bon. Et quand vous êtes président du MEDEF, vous devenez un homme public. Et là, c'est assez drôle, parce que vous apercevez d'abord que d'abord il y a des gens qui vous aiment pas. Bon, alors ça c'est encore bon. Et ils utilisent tous les moyens de manipulation, d'injure, d'humiliation pour vous faire rentrer dans un seringue et dans du politiquement correct. Et là, en fait, c'est là où ça devient intéressant. Je vais expliquer ce qui s'est passé en fait il y a un mois.
c'est que après le discours d'amour de Manuel Valls, bon, très bien, on a dit depuis toujours que le pacte de responsabilité ne suffirait pas à créer d'emplois rapidement. Les Allemands, ils ont mis 3 ans. Ils ont fait Schröder, le chancelier Schröder et Valls, en 2003, ont décidé de relancer l'économie allemande. Ils ont pris des mesures un tout petit peu impopulaires. Et au bout de 3 ans seulement, la courbe du chômage s'est infléchie. Donc le pacte de responsabilité va mettre du temps. C'est ce qu'on dit depuis 1 an. Donc on a créé ce projet 1 million d'emplois, que je porte à la boutonnière avec fierté. Alors c'est quoi ce projet? C'est justement de dire le pacte n'ira pas assez vite, mais nous, patrons, nous sommes convaincus qu'on peut créer 1 million d'emplois en 5 ans en levant des verrous ou en levant des verrous qui empêchent les patrons d'embaucher. Typiquement dans le tourisme. Dans le tourisme, vous savez qu'on est première destination au monde en touristes. 85 millions de touristes qui viennent visiter la France. Or, chacun des touristes ne consomme pas assez en France. On est 6e destination par consommation par touriste en France. Un touriste dépense 600 € en France, alors qu'en Angleterre, il dépense 1200 € et en Allemagne, il dépense 1800 €. Alors, on a regardé pourquoi les touristes ne dépensaient pas assez. D'abord parce qu'ils ne restent pas assez longtemps. Les Chinois restent 2 jours, et puis ensuite ils vont ailleurs, ils vont à Londres. Et surtout, ils vont faire leurs courses ailleurs, le week-end. Donc à Londres, c'est ouvert. Tout Londres est ouvert le dimanche. Il y a d'autres capitales qui sont ouvertes le dimanche. Donc, nous, ce qu'on a vu avec la Fédération du touriste, c'est si on ouvrait le dimanche les magasins dans les zones touristiques plus importantes en France, et après 21h, dans certaines zones, sur volontariat des salariés, parce que l'idée, c'est pas de dire on oblige, on vous oblige. En plus, il y a des rémunérations beaucoup plus intéressantes le dimanche après 21h. Donc, eh bien, on a estimé qu'on pouvait créer 40 000 emplois. Donc ça, c'est un levier, et ça coûte rien. C'est une décision politique qui nous paraît tout à fait normale, d'autant plus qu'il y a aussi plein de gens, des familles monoparentales, des gens divorcés qui ont la garde des enfants une fois sur le week-end, qui veulent aller travailler, qui veulent aller faire leurs courses le dimanche. Les gens toute la semaine, je dirais de nombreuses heures, veulent peut-être faire leurs courses après 21h, etc. Donc il y a des modes de vie changent, et c'est ça qu'on dit dans ce livre 1 million d'emplois. Donc nos détracteurs ont dit tout de suite provocation, outrage, relayé par la presse. Bon. Mais d'abord, vous voyez, c'est toujours les 5 ou les 10 mêmes qui sortent. Provocation, outrage, c'est toujours les mêmes. J'ai les noms, j'ai la liste. Deuxièmement, c'est toujours la même presse qui amplifie. C'est moutonnier, je suis désolé, mais bon. Donc, il faut arrêter. Pourquoi il faut arrêter de faire ça? Parce que vous vous rendez compte qu'on fait des propositions constructives, positives, pour créer de l'emploi. Pour créer de l'emploi. On n'est pas en train de dire il faut distribuer plus de dividendes ou il faut augmenter tous les salaires des patrons. On dit on veut créer des emplois en France pour nos enfants, nos petits-enfants. C'est la question. C'est une question humaniste. Et vous avez des gens qui même n'ont pas lu une seule ligne de nos bouquins et qui sortent. Donc moi, ça m'amuse, si vous voulez. Je me dis, mais attendez, c'est de la posture, c'est du dogme, c'est du réflexe pavlovien, je dis. Un réflexe de Pavlov. Le MEDEF s'exprime, il faut sortir. Et puis vous avez, voilà. Donc, nous, on s'est amusé avec ça. Et on en remet une couche. Et chaque fois qu'on va nous attaquer, eh bien, on va contre-attaquer. Parce que ce n'est pas possible, pour changer la France et changer la situation française, qu'on ne s'attaque pas à des dogmes et des postures. Bon. Donc là, on a 0% de croissance, on a 11% de chômage, on a 25% de chômage des jeunes. Ça fait des années que ça dure. Les Allemands sont repartis avec presque 2% de croissance, 5% de chômage, 5,5. Les Anglais sont à 6,5, avec presque 3% de croissance. Et nous, on voit le Titanic tomber, sombrer. Et tout le monde va jouer du violon, tout va bien. Et dès qu'on fait une proposition pour créer de l'emploi ou de la croissance, on nous attaque? Non, attendez. Donc là, comptez sur nous. On ne va pas se laisser attaquer et pas se laisser humilier ni injurier toutes les semaines, même si ça se passe comme ça. Nous, si vous voulez, on va avancer. On va avancer sur de la pédagogie, sur du bon sens, sur des propositions. Alors ensuite, en effet, on a dit dans la presse que le gouvernement n'était pas content. Bon, il faut savoir qu'il y a eu une fuite de notre livre 1 million d'emplois, une semaine avant, par les Échos, qui s'est procuré notre livre, qui est un livre de travail, donc document de travail. Il y a une centaine de personnes qui l'ont eu. Quelqu'un mal intentionné l'a donné aux Échos, qui a fait la parution une semaine avant. Bon, c'était mal vu, et ça a occasionné quelques réactions, bon, pas très virulentes,
Mais avant le discours de Manuel Valls, en effet, c'était pas bien vu. Bon, il a dit que 2-3 choses, mais sachez qu'on s'entend bien avec le gouvernement. Ils ont vu la démarche, ils ont vu une démarche constructive, positive, patriote, républicaine, et que tous ceux qui nous critiquent, j'attends juste les propositions en face. Tous ceux qui nous critiquent toute la journée, moi je leur dis, mais mettez vos propositions, on va discuter. Rien, zéro. Donc voilà, faut pas se laisser abattre. Et surtout, si vous la presse, alors il y a très bons journalistes, mais si vous voulez, il y a des comportements qui sont très moutonniers en fait. Et vous avez des cabales et les réseaux sociaux amplifient, etc. On est dans ce monde, il faut l'accepter. Mais si vous voulez, après, il faut faire un filtre considérable quand vous êtes comme moi dans cette position d'homme public quelque part, parce que sinon vous faites plus rien. Vous faites broyer toutes les semaines. Et vous avez aussi en France des mots interdits, des totems que vous n'avez pas le droit de dire, que vous n'avez pas le droit de dire. Vous n'avez pas le droit de parler de 35 heures. Vous n'avez pas le droit de parler de SMIC ou de SMIC jeune. Et alors que nous, qu'est-ce qu'on dit sur ces sujets-là, dans notre position? On dit que d'avoir une durée légale de 35 heures appliquée à tout le monde devient obsolète. Il y a des entreprises qui ont besoin de travailler 39 heures, peut-être 40. Il y a des entreprises qui vont bien avec 35, puis il y a des entreprises qui peuvent travailler avec 32. Donc qu'est-ce qu'on dit? Eh bien, on dit qu'on devrait changer de système pour laisser aux entreprises, avec leurs salariés, le choix de travailler 35, 37, 39 ou 32. C'est dans l'entreprise qui est un cas de figure particulier de le faire. Ensuite, sur le SMIC, je voudrais revenir sur le SMIC. Moi, j'ai jamais parlé de sous-SMIC. J'ai jamais parlé de SMIC jeune. Jamais. Donc, dans le fantasme de nos opposants, qui sont certains, oui, Gattaz, il a dit le SMIC jeune. J'ai jamais parlé de ça. Qu'est-ce que j'ai dit? J'ai dit précisément la chose suivante, ce que j'ai écrit dans mon livre 1 million d'emplois. Petit livre jaune que vous pouvez trouver sur le site du MEDEF à télécharger, qui a plein d'informations très intéressantes et qui est très pédagogique, et vous verrez. J'ai dit qu'il y a, sur les 3 millions de chômeurs, vous en avez 1 million qui n'ont pas vu une entreprise depuis 2 ans. Donc des gens en grande difficulté. Des gens qui ne travaillent plus depuis au moins 2 ans. Et c'est dramatique, parce que ces gens-là, eh bien, ils désapprennent le travail, ils désapprennent la vie sociale. Et ils se retrouvent très rapidement dans une situation de précarité, voire de pauvreté. Donc ces gens-là, il faut vraiment les aider. Il faut les aider à remettre le pied dans l'entreprise. Parce que l'entreprise, eh bien, mais comme ça coûte cher, parce qu'on va leur donner un SMIC qui est le salaire minimum, on dit, pour un salaire de SMIC, on peut prendre des jeunes, on peut prendre des cadres, on peut prendre des gens formés. Et cette population-là, on ne va pas les prendre s'ils sont en compétition avec des jeunes. Donc il faut trouver un autre système pour les intégrer dans l'entreprise. Le système qu'on a imaginé, qu'on a proposé, c'est en effet qu'ils aient le RSA, puisqu'ils touchent, et qu'on complète, nous, ça par un salaire qui les amène au pouvoir d'achat du SMIC, 1100 € net dans la poche. Donc on ne dit pas qu'il faut un sous-SMIC, on dit que pour cette population-là, il faut inventer un système qu'on a appelé emploi marchand aidé. C'est-à-dire qu'il y a une aide de l'État en effet, le RSA, mais qui paye de toute façon. Cet RSA eh bien, nous permet, nous, de compenser, d'augmenter, d'aider à l'intégration de ces gens-là en grande difficulté, qu'il faut remettre au travail et à qui il faut apporter un métier. Parce qu'une fois que vous les avez dans l'emploi, il faut leur apprendre un métier de mécanicien, un métier de logisticien, un métier de vendeur, n'importe quel métier, mais il faut qu'ils aient un métier. Donc ça, c'est un effort de l'entreprise aussi. Et donc cet effort, si on le met au SMIC, ben on ne le fera pas, ou pas facilement. Si en effet, il y a une possibilité d'avoir un dispositif avec je dirais une rémunération transitoire plus faible, abondée par l'État, eh bien, on s'en sortira mieux et on peut espérer que cette population-là, on les réintègre dans l'entreprise. Voilà ce qu'on dit. Et une fois qu'ils sont dans l'entreprise, ils sont à moitié sauvés, parce que dans l'entreprise, ils vont retrouver une dignité humaine par le travail. Ils vont retrouver une reconnaissance sociale. Ils vont le soir, ils ont un boulot. Un chômeur, si vous voulez, longue durée comme ça, même en termes d'estime de soi et en termes de reconnaissance par ses amis, par ses voisins, il est chômeur. Un travail, c'est fondamental. Il faut réhabiliter le travail. Fondamentalement, réhabiliter le métier. Et c'est par le métier qu'on retrouve une dignité humaine. Je voudrais vous citer un exemple d'un autre Emmaüs Défi que je connais bien. Je ne sais pas si vous les connaissez. Il y a un type brillantissime qui a fait Polytechnique, qui s'appelle Vincent, Charles-Édouard Vincent. Et j'ai été les visiter 1 ou 2 fois. Et il était cadre supérieur dans une banque. Il a fait Stanford après. Bon, jeune cadre, très superbe. Et puis il est rentré en France et il a vu des SDF dans le métro. Il a dit, moi je ne peux pas supporter ça. Donc il a tout abandonné
Et il s'est mis chez Emmaüs Défi. Et qu'est-ce qu'il a fait ? Il a essayé d'aider les SDF. Alors d'abord, il essayait de leur donner un logement. Donc il s'est débrouillé pour studio, etc. Et puis il s'est aperçu qu'au bout de 2-3 jours, une semaine, les SDF partaient du logement et retournaient sous la tente à Vincennes. Et en fait, progressivement, il s'est aperçu que ce n'était pas un logement qu'ils voulaient, pas de la nourriture. Les gars, ils voulaient une estime de soi, c'est-à-dire en fait un travail. Donc qu'est-ce qu'ils ont fait ? Eh bien, ils ont pris ces gens-là et ils les ont réhabitués à travailler. 1 heure par jour d'abord. Tu viens à 9h. Bon. Puis le lendemain, tu reviens à 9h. Déjà, ils avaient un échec de 50%. Bon, etc. Et puis ensuite, tu vas venir travailler 2 heures par jour. Puis après, ce sera 3 heures. Ça dure des mois pour que le gars revienne à travailler 8 heures par jour, se socialise. Et la personne change sa vue de lui-même, son estime de soi, parce que la vision des autres est importante. Donc ça, c'est quelque chose d'extrêmement important, si vous voulez. Et donc une entreprise, ça sert aussi à ça. Et quand on est passé aux 35 heures dans les années 2000, on a bafoué le travail. On a dit le gâteau de travail est serré, il faut le partager. C'est complètement faux. Il y a du travail partout en France, partout. Je rencontre des chefs d'entreprise qui ne trouvent pas des salariés. J'ai aussi des entreprises qui ont peur d'embaucher à cause des seuils, à cause de la législation du travail. Mais si on libérait tous ces verrous, ces freins, mais vous avez 1 million d'emplois nets à créer sous 5 ans. Mais ça, on en est persuadé, si vous voulez. Et donc, il faut réhabiliter le travail, réhabiliter l'entreprise, réhabiliter les métiers. C'est ce qu'on essaie de faire au niveau du MEDEF. Donc, si vous voulez, il y a eu beaucoup de réactions négatives à nos propos. On tient le combat et on attend les propositions de tous ceux qui nous combattent pour dire donnez-nous des idées sur l'emploi. Et la seule question qui vaille en France, la seule, est-ce qu'on veut créer de l'emploi en France, oui ou non ? Quand vous rencontrez quelqu'un dans la rue, ou un politique, ou un partenaire social, un syndicaliste, ou un patron, n'importe qui, un préfet, un député, un sénateur, est-ce que vous voulez créer un emploi en France ? Si le type il vous répond oui, mais je ne sais pas faire, vous leur dites il y a le bouquin du MEDEF, 1 million d'emplois, il y a tout dedans. C'est tout expliqué, il y a le mode d'emploi. C'est génial. Merci pour ces éclaircissements. Donc maintenant, une question qui concerne plus l'actualité récente. Donc c'est la grève des pilotes d'Air France. On a vu que cette grève a coûté des millions et n'a même pas permis de régler les conflits entre les pilotes et la compagnie. D'où ma question, est-ce que le dialogue social est-il encore possible en France ? C'est-à-dire, est-ce que nos organisations ont la culture du compromis nécessaire à ce genre de conflit ? Alors, on a eu une grosse culture de la grève en France. Je crois qu'aujourd'hui, si vous voulez, on est au bord du précipice. Le bord du précipice, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que la France doit vraiment changer, sinon on va se faire broyer. On va se faire broyer parce que 0% de croissance, c'est pas tenable durablement. Dans nos entreprises, quand on fait aucune croissance, vous finissez par faire un plan social et il faut retrouver de la croissance. C'est notre projet France 2020. On indique comment retrouver de la croissance. Donc on va faire un livre bleu, je vous l'annonce tout de suite, après le livre jaune du million. On va sortir un livre bleu dont la question sera « Monsieur le ministre, monsieur le député, monsieur le syndicaliste, est-ce que vous voulez créer de la croissance ?» Après avoir « Est-ce que vous voulez créer de l'emploi ?» Voilà le mode d'emploi. Est-ce que vous voulez de la croissance ? Voilà le mode d'emploi. Bon. Tout ça pour vous dire, si vous voulez, que pour revenir à la grève des pilotes, ça montre, si vous voulez, là encore, le fait que les Français certaines populations ne veulent pas changer, alors que Air France est confronté à une concurrence extrême des pays arabes sur le high cost et beaucoup de pays et de concurrence sur le low cost. Si Air France ne bouge pas, ils sont morts. Et moi j'ai en tête Pan America, la compagnie américaine des années 70 qui est morte. Elle a disparu. Eh bien Air France peut disparaître. Et donc je pense qu'en effet, il faut que tout le monde en mette du sien. Et cette grève des pilotes est pour moi totalement irresponsable. Totalement irresponsable. Parce qu'en plus, elle affaiblit considérablement Air France, elle affaiblit l'entreprise, elle affaiblit des salariés, elle a coûté 200 millions. Donc si vous voulez, c'est effrayant. Donc il faut discuter, il faut essayer de trouver des solutions, et il faut trouver des solutions pour s'adapter. La France est dans une mutation profonde, dans un monde qui bouge en mutation. Si tous les Français ne comprennent pas cette mutation extrême, on est foutu. Et donc, en effet, il y a des dogmes à faire tomber, des postures à faire tomber. Il faut voir le côté, le verre plein.
c'est-à-dire toutes les opportunités formidables que ce monde en mutation peut apporter. Air France avait l'idée de faire du low cost, a l'idée de faire du high cost. Il faut revoir en effet un certain nombre de choses qui sont des modèles sociaux d'après-guerre. Ce modèle social a vécu. Nous disons qu'il faut réinventer le nouveau modèle économique et social, et on veut le faire avec les partenaires sociaux. Donc nous avons 5 syndicats aujourd'hui en face de nous. Nous avons la CGT, nous avons FO, nous avons la CFDT, la CFE, CGC, la CGC, et ce sont 5 partenaires avec lesquels nous souhaitons discuter pour revoir le modèle économique et social. Alors ce nouveau modèle économique et social, c'est quoi ce que nous avons en tête ? C'est un modèle qui doit être 3 fois gagnant. Il doit être gagnant pour les salariés d'abord. Les salariés, nous les souhaitons motivés, heureux, épanouis. Je le dis toujours, un chef d'entreprise, ça ne rêve que d'avoir des salariés heureux, épanouis, motivés. Et employables, parce qu'on ne pourra pas donner à nos salariés un emploi à vie par rapport à cette mutation en général. Mais ça, c'est fondamental. Le modèle social, c'est un modèle heureux, épanoui. Ensuite, vous avez l'entreprise qui doit être compétitive, agile, profitable. Fondamental. Ce modèle économique et social doit faire que nos entreprises soient plus fortes. Et ensuite, ce modèle économique et social fait que la France doit gagner. La France du plein emploi, de la croissance. Et aujourd'hui, si vous voulez, qu'est-ce qui se passe avec notre modèle social français ? C'est qu'on a transformé le dialogue social en un dialogue complètement juridique institutionnel. Donc, vous avez 3250 pages de Code du travail. Chaque fois qu'on négocie un accord avec les partenaires, on prend 300 pages de plus. Donc, comme on fait 2 négociations annuelles par an, ça fait 600 pages de plus. Donc, ça veut dire que si on continue comme ça, le Code du travail, il va passer de 3250 pages à 6000 pages en 2020. Est-ce que c'est ça qu'on veut ? Non. Qu'est-ce qu'on préconise donc ? On dit qu'il faut faire comme les Allemands ou les Suisses. Les Suisses, ils ont un Code du travail de 60 pages. Ça donne le cadre sur ce que doivent faire les droits et obligations des salariés, la santé, la sécurité, le nombre d'heures maximum. Et ensuite, c'est dans l'entreprise que ça doit se gérer, par des accords d'entreprise avec les salariés. Les Allemands, c'est 600 pages. C'est pareil, c'est un cadre. Mais les accords qu'on doit passer avec nos salariés, c'est dans l'entreprise. Et donc, si une entreprise décide de travailler 40 heures parce qu'il faut travailler 40 heures, elle le négocie avec ses salariés. Et ensuite, 40 heures, ça permet de déclencher les heures sup à partir de 40 heures, etc. Donc, c'est ça qu'on essaie de faire. Aujourd'hui, c'est un vrai sujet. C'est un vrai sujet que nous poussons. Et on a 2 grosses négociations. Celle d'ici la fin de l'année, qu'on appelle la modernisation du dialogue social, et celle de 2015, qui concerne le marché du travail. On espère pouvoir convaincre nos partenaires sociaux d'aller dans cette direction-là. Si on n'y arrive pas, qu'est-ce qui peut se passer ? Eh bien, on va avoir des constats d'échec. Le gouvernement va reprendre la main, va nous passer par la loi. Alors, soit la loi est intelligente et nous rend compétitifs et bravo, soit la loi est une loi politicienne, va nous rajouter des taxes, des contraintes, des obligations. On va être de moins en moins compétitifs. Nous, MEDEF, on va gueuler, comme des putois, bien évidemment. Et puis, le monde international nous regardera en disant « Mais qu'est-ce qu'ils font les Français ? Mais qu'est-ce qu'a fait le gouvernement Valls ?» Parce qu'ils nous regardent, les gens. Vous voyez les commentaires de la Commission européenne, des Allemands, des Anglais, tout le monde nous regarde. Mais qu'est-ce que vous foutez ? Enfin, qu'est-ce que vous ne foutez pas ? Donc, vous faites rien. Donc, si vous voulez, qu'est-ce qui peut se passer ? C'est que si le dialogue social et si nos négociations ne fonctionnent pas, le gouvernement peut prendre la main de façon bien ou de façon pas bien. Si c'est pas bien, on va aller de mal en pis. On va aller de mal en pis, et vous pouvez imaginer la suite. Un chômage qui augmente, un dialogue social très mauvais, des patrons qui veulent plus embaucher encore moins, qui attendent 2017, et puis vous avez un risque politique derrière, avec, en effet, n'importe quoi qui peut arriver derrière. Et puis, quelqu'un qui gérera par la loi, en se disant on n'a plus besoin des partenaires sociaux qui ne sont pas capables de gérer. C'est ce qu'a fait Thatcher en Angleterre. Donc le spectre de ne pas s'entendre et de ne pas comprendre que le monde bouge et qu'on doit nous réformer fait que vous pouvez avoir Thatcher ou Marine Le Pen au bout de la ligne. Donc moi je ne le souhaite pas, et je dis qu'il faut que nos négociations sociales actuelles débouchent sur une co-responsabilité, une intelligence de cette France qui doit bouger à fond, et d'une France qui doit retrouver de la compétitivité à travers l'entreprise. Soit ça fonctionne et bravo, génial, on aura prouvé par partenaires sociaux qu'on est fort, qu'on est responsable, qu'on peut réformer le pays et qu'on a besoin de nous, que le pays a besoin de nous. Soit on n'y arrive pas
Et là, très ennuyeux. Merci. Donc, avant de passer aux questions du public, on aimerait vous faire réagir sur une dernière vidéo. Vous avez déclaré en juillet dernier, dans une interview au Figaro, que la France était dans un état catastrophique. Ce franc-parler a beaucoup fait parler. Et donc, voici la réaction de Bruno Leroux au micro d'RTL. Que le responsable des entreprises soit incapable de créer de la confiance, tout simplement, c'est grave dans la situation où nous sommes. Alors, si vous voulez, moi j'ai pris le parti de dire la vérité. La MEDEF, si vous voulez, on a trois objectifs. On a un MEDEF de pédagogie et de vérité sur la situation actuelle. Ensuite, on a un MEDEF de vision pour expliquer que la France a des atouts formidables. Et enfin, on a un MEDEF de propositions et d'actions. Pour mettre sur la table des propositions, des solutions, des actions, c'est le 1 million d'emplois. Et c'est d'autres initiatives qu'on a prises. J'en ai une très très belle que vous connaissez peut-être à la télévision qui s'appelle Beau Travail. Je ne sais pas si vous avez vu ça. Beau Travail, c'est un spot télévisé d'1 minute tous les soirs à 20h30, 20h45, sur la 2, sur la 3. On met un métier en tension à l'honneur. On met un salarié à l'honneur, dont des chaudronniers, des mécaniciens, des soudeurs, des poissonniers, des bouchers, tous ces métiers qui sont demandés en France. Il y a 400 000 jobs demandés. Et on ne trouve pas. Donc, il y a avec 3 millions de chômeurs d'un côté, 400 000 jobs demandés, et tous ces métiers sont en tension. Donc on a fait, ça c'est MEDEF de proposition, d'action, on n'attend pas les lois, les textes, etc. On bouge, on avance, même si ça fait mal. Alors si je reviens sur mon discours de vérité, le discours de vérité que n'aiment pas les politiques, c'est de dire la vérité. C'est-à-dire, quand c'est bien, on le dit. On a applaudi au pacte de responsabilité de Hollande. On a applaudi, on a fait une ovation à Manuel Valls lorsqu'il a dit « j'aime les entreprises ». On a applaudi au rapport Gallois. On a applaudi au CICE, le crédit d'impôt pour la croissance et l'emploi. Et puis, quand il y a des choses épouvantables, on le dit. On a contesté le dispositif pénibilité, fortement. On a contesté l'arrivée d'une nouvelle taxe sur le BE, l'excédent brut d'exploitation. On a contesté l'apprentissage qui nous a prélevé 400 millions d'euros des fonds de l'apprentissage qui est parti dans les fonds, dans les trous noirs des dépenses de l'État. Et puis, qu'est-ce qu'on voit ? Eh bien, on m'a interviewé sur l'état de la France en juillet. Ben, l'état de la France, elle est dramatique. Pourquoi ? Parce que, je vous l'ai expliqué, 0% de croissance, des patrons qui ont peur d'embaucher, des jeunes qui partent étudier à l'étranger, des familles qui vendent pour aller vivre en Angleterre, ou etc. 0% de croissance, 11% de chômage, un chômage qui continue, un déficit qui continue de se creuser et pas encore de mesures fortes prises en France, fait que, vous voyez, ensuite, une semaine après ma déclaration dans le Figaro, François Hollande a dit oui, la situation n'est pas aussi terrible que ce que j'ai dit il y a 15 jours, et Manuel Valls a dit oui, la situation est très sérieuse, il va falloir faire quelque chose, et en effet, septembre, il faudra qu'on fasse des choses. Donc, et l'Europe ensuite, l'OCDE, ou je ne sais plus quel organisme, a dit au milieu du mois d'août, la croissance ne revient pas en France et le chômage va se dégrader. Donc si vous voulez, j'ai été juste précurseur d'une situation qui est celle qu'on connaît. Donc il faut que nos politiques se bougent. Il faut qu'ils se bougent. Voilà. Et là, ça demande du courage. Si vous voulez, tous les rapports ont été écrits sur la France. Tout. Tout le monde sait ce qu'il faut faire. Tout. Donc maintenant, c'est ce que disait Napoléon. Napoléon, il a dit un truc très bien, il dit « l'art de la guerre est un art simple ». Tout est dans l'art d'exécution. Tout est dans l'exécution. Ça veut dire qu'un chef, ça doit avoir le courage de décider et d'exécuter. Et si vous êtes un jour chef de vos entreprises, que vous souhaitez tous, c'est la différence entre quelqu'un de normalement constitué d'un mec intelligent et de culture identique d'un individu A à un individu B, c'est le courage. C'est le courage, ce qui distingue deux individus. Ben, il faut avoir du courage de faire ce qu'il faut faire en France aujourd'hui. Et aujourd'hui, je pense que, on voit bien avec la discussion budgétaire pour 2015, on n'est pas rentré dans la baisse des dépenses publiques. On n'est pas rentré dans la sphère publique. Il faut avoir le courage de faire du management, de la motivation, de l'étude de process, de la réduction, de regarder les fonctions régaliennes de l'État. Les Canadiens l'ont fait très très bien il y a 15 ans, les Suédois l'ont fait très bien il y a 10 ans, les Anglais viennent de le faire, ils viennent de créer 1 million d'emplois là, en 3 ans. Les Allemands l'ont fait il y a quelques années, il n'y a que la France qui n'a rien fait. Donc nous, on s'amuse avec, on va prélever des fonds sur les caisses de congés payés du bâtiment, on va prélever des fonds sur les chambres de commerce et d'industrie, très bien, etc., etc. Mais on ne va pas dans le cœur du système. Comment on peut faire qu'un hôpital soit aussi compétitif qu'une clinique privée ? Ça, c'est une bonne question.
Un hôpital, je suis désolé, c'est pas aussi compétitif qu'une clinique privée. Alors on me dit, oui, mais il y a des malades, il y a des pauvres, il y a des gens, il y a les SDF à soigner, etc., etc. Oui, mais indépendamment de tout ça, vous prenez 2 services identiques dans une clinique privée sous la pression de la compétition, eh bien, elle est 30% en général plus compétitive, plus efficace que l'hôpital. Donc il faut faire ça. Et ensuite, on sait qu'on a des fonctionnaires qui sont malheureux parce qu'ils courent dans tous les sens, parce qu'ils bossent, les infirmières notamment. Eh bien, il faut les écouter. Il faut faire du lean management. Alors le lean management, si vous ne le connaissez pas, c'est un outil de management d'excellence opérationnelle utilisé par toutes les grandes belles boîtes industrielles. Ça a été inventé par Toyota il y a 40 ans. Ça permet de demander à vos salariés un par un où sont les problèmes. Dites-moi où sont les problèmes, monsieur l'ouvrier, madame l'ouvrière. J'ai fait ça à Radial il y a 15 ans avec Boeing. Eh bien, au bout de 2 ans, vous réduisez vos stocks de 30% au minimum. Vous réduisez tous vos flux de 30 à 40%. Vous augmentez votre efficacité globale de quelques points de résultats d'exploitation. Moralité, j'ai réussi à garder 4 usines en France. J'en ai même fait une 5e en France, sur 9 usines au total dans le monde. Et j'exporte à 90% ma fabrication de composants électroniques dans le monde. Donc le marché français, c'est seulement 10%. Et vous voyez que j'ai 50% de mes effectifs en France, à travers 5 usines. Et en masse salariale, j'ai 70% de ma masse salariale qui est en France. Si je n'avais pas fait du management très précis de mes hommes et de mes femmes, en leur demandant où sont les problèmes, on va vous aider à trouver les problèmes, on va vous aider à améliorer votre poste de travail. Si vous nous le dites, quelles sont les idées que vous avez ? Alors les gens viennent avec la lumière n'est pas assez forte, mes stocks de composants, il faut que j'aille chercher les composants à 300 mètres dans l'usine, il faudrait peut-être m'en ramener. Mon siège il tourne pas assez, je fais tomber mon tournevis toutes les 5 minutes. Bon, ça vous les écoutez, puis vous les aidez. Puis après, une fois que vous avez travaillé sur le poste de travail, vous les mettez dans le process. Mais moi j'ai des gens au bout de 2 ans qui étaient des ouvrières, qui venaient de la campagne, qui étaient des paysannes, qui n'ont pas le bac, qui parfois n'ont même pas le BEPC, qui se retrouvent au bout de 2 ans à avoir 5 PC. 5 PC, elles savent sortir leur bon de production, de fabrication, elles savent tester, elles savent faire des tests électriques, optiques, d'assemblage très compliqués. Leur travail a beaucoup elles adorent leur travail, c'est beaucoup moins répétitif qu'avant, où elles faisaient un geste répétitif comme ça toute la journée. Donc là, elles réfléchissent, elles pensent. Deuxièmement, elles adorent leur travail, elles contribuent tous les jours ou toutes les semaines à nous donner des nouvelles idées. Donc elles contribuent à l'amélioration de la société. Et troisièmement, elles deviennent employables. Car la même personne qui faisait un geste répétitif 1000 fois par jour comme ça, eh bien, elle fait plein de choses. Et s'il y a un problème avec Radial, eh bien, elle pourra trouver beaucoup plus facilement chez L'Oréal, chez Michelin, chez Thales, etc., du travail. Donc ça, c'est de l'employabilité. Donc c'est ça qu'on demande à ce qu'on fasse dans la sphère publique. Et j'ai même proposé à Manuel Valls et à Michel Sapin et Marisol Tournelle que les patrons des administrations, des hôpitaux de Bercy, des administrations principales, soient binômés avec un chef d'entreprise. Parce qu'un chef d'entreprise a l'habitude de la gestion de la structure, des process, de l'excellence opérationnelle dont j'ai parlé, parce qu'un chef d'entreprise est en survie permanente. Quand vous serez chef d'entreprise, vous aurez 2 problèmes fondamentaux, 3 problèmes à gérer. Vous aurez à trouver de la croissance. Comment je peux trouver des commandes, de la croissance des clients ? Et comment faire pour que vos clients soient heureux ? Ça, c'est le développement par le haut. Ensuite, comment je peux baisser tous mes coûts ? Mes coûts de structure, mon process, etc. Donc la gestion de la coût. Et puis troisième idée, c'est comment je peux avoir de la motivation du management de mes hommes et mes femmes. Ça, c'est fondamental pour que ça dure. Donc voilà les 3 idées fondamentales. Et dans la sphère publique, on applique rarement ces 3 idées. Comment je peux faire de la croissance ? Compliqué, mais ça devrait être une question. Comment je peux baisser mes coûts tout le temps ? Voilà. Et comment je peux motiver mes fonctionnaires pour qu'ils soient mieux et puis mieux dans leur peau, et qui permettrait d'avoir de l'efficacité à mort, qui permettrait d'en embaucher moins. Parce qu'aujourd'hui, il y a des tas d'endroits dans la sphère publique où, en effet, je pense beaucoup à la justice notamment, où il n'y en a pas assez. Et si on commence à rajouter des piles de fonctionnaires partout, sans enlever, sans faire de la productivité, on s'en sortira jamais. Donc là, nous proposons au niveau du MEDEF des idées par rapport à ça. Très bien, merci de votre réponse. Si vous le voulez bien, nous allons passer aux questions du public. Ceux qui souhaitent s'exprimer, donc ils lèvent la main. Et Amandine ou Louis viendra leur passer le micro. Alors juste quand vous posez une question, on va juste vous demander avant de donner votre école d'origine. C'est intéressant pour nous. Bonjour, je suis Bernard Lavaux, je suis de l'école polytechnique. Je souhaite vous poser une question à propos du discours, le lexique que vous employez, etc.
J'ai un certain nombre de camarades qui veulent entreprendre et qui sont dans cet état d'esprit, dans cette philosophie-là. Mais une des raisons pour laquelle ils réfléchissent tous à s'expatrier aux États-Unis, etc., c'est parce qu'il y a un discours qu'ils entendent extrêmement régulièrement, c'est celui d'une France en liquidation, dans laquelle rien ne va, qui est un discours que vous portez beaucoup, pas seulement vous, Pierre Gattaz, mais le MEDES dans sa globalité. Et c'est vrai que c'est des élèves qui ne connaissent pas forcément les dispositifs, par exemple, de jeunes entreprises innovantes, qui font qu'en fait, il est extrêmement favorable de créer une entreprise innovante, technologique en France pour le moment. Les salaires des ingénieurs sont beaucoup plus faibles ici qu'ils peuvent l'être sur la côte ouest des États-Unis. Donc il y a beaucoup de choses qui sont positives, et pourtant, la seule chose qu'ils retiennent, c'est ça va pas bien, les gens veulent pas travailler, les 35 heures, la compétitivité, etc. Vous ne pensez pas que vous avez justement une responsabilité en tant que représentant des entreprises pour essayer d'apporter un peu cet optimisme dont ils ont besoin ? Oui, merci pour votre question. Alors, si vous voulez, je vais vous répondre. Nous, on essaie de porter un discours extrêmement positif sur la France et sur les atouts de la France. Et ce projet France 2020 est un projet qui n'est que la France qui gagne, si vous voulez, dans lequel on liste. Et si vous allez sur le site internet du MEDEF, vous verrez France 2020. On est un pays formidable, on a listé les points forts et les points faibles. Mais bon, donc on est en discours très positif. Il faut savoir que lorsque je fais une conférence de presse sur France 2020, où j'explique tous les atouts de la France, ça dure 1 heure, j'ai 50 journalistes dans la salle, eh bien, j'ai pas un seul article sur France 2020, pas un seul. Et je l'ai fait 1 ou 2, 3 fois. L'université d'été, ça a duré 2 jours, 2 jours et demi, 2 jours. Sur France 2020, c'était le thème. J'avais des ateliers, j'avais des conférences, j'avais des gens qui ont parlé de ça, j'avais des jeunes qui étaient venus parler de France 2020. Eh bien, vous voyez ce qui est sorti de l'université d'été du MEDEF ? Une seule déclaration, la déclaration d'amour de Valls, ce qui est déjà très très bien. Mais moi, j'ai pas vu un seul article spontané, parce qu'il y a des articles qu'on a poussés, bon certes, mais il n'y a eu aucun article spontané de n'importe qui, de la presse, de la radio, de la télé, sur France 2020, si vous voulez. Donc c'est vrai qu'on a aussi un problème aujourd'hui, c'est soit un problème de communication du MEDEF sur les atouts de la France, etc., soit en effet, malheureusement, une presse qui revient toujours sur la petite phrase de Monsieur Montebourg, sur le machin, ou de Pierre Gattaz, ou de Laurent Berger, et qui nous ramène dans de la politique politicienne de base, parce que ça fait le scoop, et c'est ça qui intéresse malheureusement, je dirais, peut-être les Français, mais France 2020, on me dit, mais c'est très loin, Pierre, etc. Alors que c'est fondamental. C'est en ce moment qu'on travaille sur les générations futures, sur le numérique, sur l'éducation nationale, sur comment on va gagner en 2020, comment on va créer les filières du futur, comment on va faire beaucoup plus de numérique, comment on va développer les MOOC, comment on va développer les têtes conférences, comment on va faire du cloud 2e génération, 3e génération. C'est ça les vraies questions qu'on doit se poser aujourd'hui. Bon, eh bien, on se les pose pas vraiment. Donc nous, on a l'intention de se les poser. Alors, si vous voulez, ensuite, ça c'est le premier point. Donc moi, je suis un fou d'abord de la France, comme vous le voyez, parce que moi j'ai pris le MEDEF pour 5 ans. Je suis un chef d'entreprise de base, je ne sais pas un parti politique et j'arrête et je ferai autre chose dans 5 ans. Donc je n'ai pas de carrière à faire. Ce que je dis, c'est que je ne veux pas vendre ma société radiale et aller m'expatrier en Belgique. Et le problème qu'on a aujourd'hui, si vous voulez, c'est qu'on a des atouts formidables qu'il faut mettre en avant, mais vous avez quand même une situation économique qui est terrible et qui est une fiscalité dont j'ai parlé qui est à l'envers. La fiscalité française, patrimonialement, en termes de capital, en termes d'épargne, est la plus mauvaise d'Europe. Et je suis désolé, si vous voulez, je ne veux pas vous brouiller trop le message. Il faut que vous restiez en France, il faut que vous alliez peut-être passer quelques mois ou quelques années à l'étranger pour voir du pays, mais il faut que vous reveniez après, parce que c'est vous qui allez construire la France de demain. Donc il y a des atouts formidables, mais moi, mon travail, c'est que ça bouge le plus vite possible pour que, lorsque vous allez rentrer dans la vie active, eh bien, la France soit un pays business-friendly, qui soit compétitif comme tous nos voisins européens. Et aujourd'hui, on n'y est pas encore. Si vous voulez, le fait que les entrepreneurs ne durent pas longtemps, moi, me rend fou. Et qu'un patron, moi je vois un patron sur 2 qui me dit j'avais 5 salariés, j'ai eu 5 prud'hommes, maintenant je suis tout seul avec mon épouse et je ne rembaucherai plus personne. C'est ça qu'on me dit, si vous voulez. Alors ça, il faut que je le dise, parce que si personne ne le dit, eh bien on va continuer comme avant. Et donc il faut le dire, les patrons ont peur d'embaucher en France. C'est terrible, c'est terrible.
Mais bon, alors moi j'essaie de montrer l'exemple parce que j'embauche en France, je garde mes usines en France, je me développe à partir de la France et je suis vertueux. Donc c'est pour ça que quand on m'attaque, si vous voulez, on essaie de m'attaquer, je dis écoutez, regarde, venez à Radial, vous verrez, mes comptes sont ouverts, je suis complètement transparent, voilà ce que j'ai fait, ça fait 20 ans que je fais ça, etc. Bon. Mais si vous voulez, voilà ce que je veux vous dire, c'est qu'à la fois on est un pays où on a tout pour réussir, on est une Formule 1. On peut cartonner, mais vraiment. Et France 2020, allez sur le site MEDEF sur France 2020, vous allez voir, on peut cartonner, on peut être les meilleurs d'Europe, franchement. On peut descendre le chômage de 11 à 9 et de 9 à 7, j'en suis persuadé. Il y a quelques freins qu'il faut lever, et je pense qu'il est fondamental que les politiques fassent leur révolution culturelle et économique une bonne fois pour toutes. Donc à gauche et à droite. À gauche, les Allemands l'ont fait en 1959, ça s'appelle le Bad Godesberg. Ils ont dit, on ne veut pas être associé aux communistes, on ne veut pas être associé avec la religion, et l'entreprise, c'est formidable. Voilà ce qu'ils ont dit les socialistes allemands. Bon, nous, moi j'attends, j'espère que ce qui se passe actuellement avec ce gouvernement, c'est ça qu'ils vont dire. Mais il faut le dire éternellement, parce qu'il y aura des alternances, gauche, droite, gauche, centre, etc. On essaiera d'éviter les extrêmes. Mais chaque fois que la gauche vient, si c'est pour défaire ce qu'elle fait la droite, chaque fois que la droite vient, si c'est pour défaire ce qu'elle fait la gauche, on paume 2 ans, comme on vient de paumer, là. C'est ridicule. Donc voilà ce qu'on essaie de faire au niveau du MEDEF. Et sachez que moi, j'essaie d'avoir un discours extrêmement positif sur les atouts de la France, mais on est quand même très en défensif parce que on se fait harceler, parce on a des lois, des projets de loi qui sont très toxiques, qui sont anti-économiques. Et donc on a un rôle de défensif important aussi, malheureusement. Bonjour Pierre Gattaz. Alors moi je voudrais revenir sur le SMIC dont vous avez un petit peu parlé tout à l'heure. Je vais juste rappeler quelque chose pour les gens qui n'ont pas forcément très bien suivi. Un journaliste donc vous interrogez sur le SMIC et le 15 avril, donc vous répondiez en proposant la création d'un SMIC intermédiaire, inférieur au niveau du SMIC, pour un jeune ou quelqu'un qui ne trouve pas de travail. Donc ça, vous l'avez évoqué juste avant. Et abondé par l'État, parce qu'il faut rajouter la fin de la phrase. Abondé par l'État. Ah oui, c'est important parce que si vous coupez là c'est en effet un totem épouvantable et là vous créez le SMIC jeune. Mais je pourrais en reparler du SMIC jeune, mais la phrase entière. Je finis parce que je vais pas vous parler de l'État, mais vous voyez, vous parliez des journaux dont il faut se méfier. Moi, je vais vous mettre à l'aise tout de suite puisque je vais vous parler de quelqu'un du MEDEF. Votre prédécesseur, Madame Parisot. Donc elle expliquait dans un tweet juste après votre intervention que proposer un salaire en dessous du SMIC s'apparente à une logique esclavagiste, donc le ton est donné. Et ensuite elle disait, et là c'est un peu plus intéressant, que ceux qui préconisent un salaire en dessous du SMIC pour favoriser l'emploi font une erreur d'analyse sur les véritables causes du chômage. Alors là c'est plus intéressant, on voit que elle évoque par exemple le modèle allemand, donc vous parliez du chancelier Schröder qui a engagé donc une grande politique de réforme et notamment oui la question, j'arrive à la question, et notamment donc la destruction du SMIC. Et ma question voilà, c'est est-ce que vous ne pensez pas que à la question l'objectif est-il de créer de l'emploi? Oui, certes, mais à quel prix? Est-ce que vous ne pensez pas que c'est un prix un peu élevé? Alors, si vous voulez, d'abord, je n'ai jamais remis en question le SMIC lui-même, et je pense que c'est une bonne chose d'avoir un SMIC qui est un SMIC minimum et qui permet de garantir 1000 ou 1100 euros net à quelqu'un. Si vous voulez, ma proposition du 15 avril que j'ai repris dans mon livre 1 million d'emplois, que nous avons repris parce que c'est quand même une œuvre collective, c'est de dire qu'il y a une population éloignée. Alors, il y a 2 populations éloignées de l'entreprise. Vous avez ces personnes de très longue durée et chômeurs longue durée. Si vous voulez, moi je pose la question, là encore, à tous ceux qui nous critiquent, donnez-nous des idées pour réintégrer ces gens-là. Je cherche, j'attends toujours les propositions des gens, j'attends toujours les propositions de Laurence Parisot sur le sujet d'ailleurs, entre guillemets. Bon, ensuite vous avez un autre problème, vous avez les 140 000 décrocheurs par an de l'éducation nationale. Donc des jeunes qui n'ont ni diplôme, qui sont des décrocheurs et qui sont en grande difficulté, c'est-à-dire que ce sont des jeunes qui sont des futurs pauvres. On a un énorme problème. Donc là, vous avez un problème de l'éducation nationale elle-même et dès le collège, puisque je crois que c'est dès le collège que se posent ces problèmes-là. Donc vous avez une révolution à mener au niveau de l'éducation nationale. Je dis bien une révolution. C'est pas possible, si vous voulez, que l'éducation nationale... Bon,
j'ai eu 4 enfants, vous vous retrouvez avec des déclarations de guerre, vous êtes soit le premier de la classe et tout va bien, soit vous êtes mauvais, on vous le dit 1 fois, 2 fois, 3 fois, vous redoublez, vous retriplez, vous êtes sur des voies de garage, tout le monde s'en fout, et puis non mais je dirais c'est scandaleux, c'est le système anglo-saxon que je connais aussi un peu est loin de faire ça. Donc il faut absolument que les 140 000 décrocheurs par an qu'on a, c'est énorme, sur 800 000 jeunes qui sortent du système, qu'est-ce qu'on en fait? Alors il faut les réintégrer, il faut les réintégrer. Il faut régler le problème du collège de l'éducation nationale à la base d'abord, et deuxièmement, il faut qu'on les réintègre dans l'entreprise. Alors quel est le problème qu'on a? C'est ce que je disais tout à l'heure, c'est que quand vous avez un SMIC tel qu'il est, c'est que vous avez la possibilité, avec le chômage qu'il y a, de prendre des gens qui ont 2, 3 ans, 4 ans, 5 ans d'expérience, qui ont des diplômes, des bac+3 parfois, des jeunes, et qui sont en concurrence avec ces gens en grande difficulté. Donc ils ne trouveront jamais de métier, ces gars-là, jamais. Donc il faut les aider. Alors, c'est pour ça que nous avons inventé ce SMIC intermédiaire et transitoire. Ça ne doit pas durer 50 ans, ça doit durer 1 ou 2 ans. Et c'est abondé par l'État pour qu'ils aient un pouvoir d'achat décent de 1 100 €. C'est ça qui est intéressant. Ça coûte moins à l'entreprise qu'un SMIC normal, mais l'État aide pendant 1 ou 2 ans et c'est un investissement de l'État. Parce que sinon, vous allez payer le RSA éternellement à des gens qui sont en extrême pauvreté. Donc c'est ça le problème qu'on a, si vous voulez, à régler. Et moi, j'attends les propositions de tous ceux qui ont dit que c'est bête, que c'est idiot, que c'est de l'esclavagisme. Moi, j'attends. J'ai pas une seule proposition. Pas une seule. C'est juste, c'est un scandale, c'est pas vrai, mais qu'on nous donne des solutions. J'en ai pas une. Pas une seule. Donc je continue mon combat, ma montagne. On monte une montagne. Il y a des tas de gens qui veulent vous mettre dans les crevasses toute la journée. Et moi, je veux que le pays s'en sorte et je veux baisser le chômage. Et je ne peux pas supporter qu'il y ait des pauvres toute la journée, avec des gens qui sont des SDF toute la journée, 140 000 décrocheurs par an, de gamins de 18 ans, 17 ans qui sont paumés. Est-ce que c'est normal qu'on me donne des idées? Aucune. Moi, j'ai personne qui me donne des idées. Voilà. Donc j'attends. Si vous en avez dans la salle, c'est super. Alors ensuite, si vous voulez... il faut savoir aussi que certains pays européens, et c'est ça qui est très intéressant, et je vous engage à le faire dans vos problèmes futurs à résoudre. Vous voyez qu'on a un problème de mutation du monde, de la France, avec des dogmes, des postures, des déclarations de guerre, etc. Ça, c'est la Commedia dell'arte. On est dans une magnifique Commedia dell'arte en France. Donc ça, c'est juste insupportable, parce que si on continue la Commedia dell'arte avec les postures, les positions, c'est du 12-13% de chômage, c'est 0% de croissance, on va être déclassé, donc l'avenir ne sera pas radieux du tout. Donc il faut être capable de mettre sur la table les problèmes. Et si possible, les solutions qui vont avec. Et une façon de trouver des solutions, c'est de regarder comment font les autres pays européens. Eh bien, figurez-vous, je ne dis pas que c'est ça qu'il faut faire, mais c'est quand même intéressant de voir comment font les autres pays européens avec les jeunes. Eh bien, je crois que la Hollande, notamment, a mis un système pour les jeunes de 15 ans qui veulent travailler. Ils donnent une somme, alors je ne sais plus quelle somme c'est 150 € par an. Ensuite, 16 ans, c'est un peu plus, 17 ans, c'est plus, etc. Et qui permet, si vous voulez, d'avoir aussi, pour des jeunes qui sont encore chez leurs parents, etc., avec pas des charges de famille ou des charges ou des loyers ou des endettements, de prendre conscience de l'heure de travail. Ça a une rémunération, alors moins élevée qu'un adulte, mais qui permet en effet d'avoir des systèmes progressif jusqu'à l'âge de la maturité. Et qui permet, alors je crois que c'est 500 € pour un gamin de 15 ans, ça monte à 600, à 700, à 800, à 900, puis on arrive au SMIC lorsqu'on a l'âge de la majorité. Je trouve que ce sont des systèmes intéressants. Alors si vous parlez de SMIC jeune, le dogme, la posture, l'histoire, vous êtes mort médiatiquement. Mais ça, il faudra qu'on change un jour, si vous voulez, parce que c'est pas possible de continuer de vivre avec ça en tête en France. Ça, c'est mon combat personnel aussi. Bon. Et il faut regarder comment font les Anglais, comment font les Hollandais, comment font les Autrichiens, comment font ceux qui ont 3% de chômage, comme la Suisse. La Suisse a 3% de chômage. Incroyable. Donc, j'ai pas encore regardé exactement comment ils font pour les jeunes, mais je trouve que ça vaudrait quand même le coup qu'on regarde un jour comment faire pour qu'il y ait une incitation progressive. Voilà. Et je dis pas que c'est pas ça que je veux faire. Je veux juste dire que le benchmarking devrait nous permettre aussi de trouver des solutions intéressantes. Je voudrais enfin finir sur un point très important, c'est le brainstorming. Dans nos entreprises, et vous le savez tous, quand vous avez un problème difficile à trouver, vous faites ce qu'on appelle du brainstorming. La règle numéro 1 du brainstorming, c'est
aucune idée n'est folle. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand je fais du brainstorming avec mes salariés et mes cadres, on se réunit à 10, des salariés, des cadres, etc. Et je leur dis, règle, mettez toutes les idées sur la table. Toutes les idées, même les plus folles. Ensuite, on les trie. Eh bien, il faut qu'on soit capable en France, par rapport à la situation française, de faire du brainstorming sur tous les sujets, même ceux qui fâchent. Et ensuite, on trie. On trie avec le gouvernement, on trie avec les partenaires sociaux. Certes, on dit cette idée-là n'est pas bonne, les Hollandais, c'est pas bon. Pourquoi c'est pas bon? Ah ouais, c'est pas bon. D'accord, on l'enlève. Et là, ça permet d'être très décontracté, sans animosité. Le brainstorming a utilisé dans ce fameux film Apollo 13, que j'adore, que vous avez peut-être vu, lorsque il fallait sauver les 3 astronautes là-haut qui avaient un problème de gaz carbonique, à Houston, le commandant de Houston a dit on met tout sur la table, tout ce qu'ils ont de toute la navette sur la table. Alors ils ont sorti les chaussettes, les décapsuleurs, les machins, les dentifrices, etc. Et ils ont recréé un filtre. Ils avaient je ne sais plus combien, 10 minutes pour faire un filtre, avec une chaussette, etc. C'est du brainstorming. Si le type avait dit ah non, on n'a pas le droit d'utiliser les chaussettes, le dentifrice, etc., et on a juste droit de truc, là il serait mort. Donc vous voyez, c'est ça ce que je veux dire. Eh bien, je pense que moi, j'en peux plus du dogme de la posture, j'en peux plus des mots interdits français, j'en peux plus des totems. Parce que si vous voulez, on est dans un monde de révolution, et si on ne bouge pas, on va se faire broyer. Je dis sincèrement. Et j'ai pas envie que mon pays soit broyé, parce que d'autant plus qu'on a tous les atouts pour réussir. Mais on a absolument tout, c'est phénoménal tous les atouts qu'on a, dont vous. Merci Monsieur Gattaz. Une dernière question rapide. Alors bonsoir, je suis Patrick de Télécom Sud Paris. Après le SMIC, j'ai 2 petites questions, je vais aller très vite. Après le SMIC, j'aimerais revenir sur les 35 heures. Vous avez dit tout à l'heure qu'il faudrait laisser la charge à l'entreprise, la responsabilité donc de déterminer en fonction de ses activités et après accord avec ses salariés l'augmentation ou la diminution de ce nombre horaire. Ce qu'a dit un ancien Premier ministre, je pense il y a 1 ou 2 semaines, c'est François Fillon. À ce sujet, c'était lors d'une discussion avec le groupe UMP à l'Assemblée nationale et avec Louis Gallois, c'est que la France, les entreprises en France aujourd'hui ne sont pas assez matures pour qu'on leur laisse à elles seules le choix de déterminer ça. Et surtout, si on le fait, ça engendrerait de la part de l'État beaucoup de dépenses parce qu'il faudrait contrôler tout ça. Il faudrait s'assurer que si l'entreprise décide de passer à 39 heures par exemple, ça résulte effectivement d'un accord avec les salariés et pas d'un choix, d'une décision seule des chefs d'entreprise. Alors qu'est-ce que vous répondez à cette posture-là? Deuxième question, vous avez parlé longtemps de votre entreprise, dont j'ai malheureusement oublié le nom, Radial, voilà. Qui fait des pièces, alors je vois pas grand chose ici, mais j'espère que je pourrais Les connecteurs. C'est ça. Alors le souci, c'est que nous, en développant notre filet du numérique dans les NTIC, les ouvriers, par exemple, sont lésés parce qu'on les remplace tous très vite par des entreprises. Et donc, chez vous aussi, j'imagine qu'il y a beaucoup plus de machines automatiques qui se développent. Et donc, il y a ce beau monde-là qui se trouve un peu à côté. Il y a beaucoup d'études qui ont été faites et qui montrent qu'à long terme et à moyen terme, souvent, ces ouvriers-là sont obligés en fait de faire comme nous, c'est-à-dire de se mettre aussi à tapoter derrière des PC, derrière des machines automatiques. Mais est-ce que c'est vraiment la solution? Est-ce que vous ne pensez pas qu'il y en a qui veulent continuer le travail manuel? Et qu'est-ce que vous leur dites à ceux-là? Allez tous faire des NTIC ou alors qu'est-ce que vous leur dites à ceux-là? Merci. Alors, sur la première question, si vous voulez, je pense qu'il faut faire confiance aux entreprises, aux entrepreneurs. La plupart des pays, si vous voulez, font confiance dans leurs entrepreneurs. Là encore, on a une vision très mauvaise de l'entreprise et du chef d'entreprise en France. Je pense qu'il y a suffisamment de réglementations qui permettent de vérifier qu'il n'y aura pas d'abus. Et puis vous avez les salariés eux-mêmes, si vous voulez, qui auront la possibilité, si on leur dit négocier avec votre patron, ou plutôt le patron a un problème de compétitivité, il est dans un monde qui bouge avec tous les concurrents européens. Je vous rappelle juste quelque chose qui est important, c'est qu'un salarié français travaille 200 heures de moins que la moyenne européenne, que les Allemands. On est à 1661 heures et les Allemands sont à 1845 heures.
La moyenne européenne, c'est 1850 heures. Donc, si vous voulez, ça, c'est de la vérité crue. C'est de la vérité crue. C'est pas d'être à gauche ou à droite. C'est pas d'être patron de dire ça. C'est les stats. Donc, j'y peux rien. L'économie, c'est de la thermodynamique. Hein. C'est des chiffres. C'est de la mécanique. C'est pas de la politique, l'économie. Bon. Donc, qu'est-ce qui se passe? C'est que ça, il faut quand même qu'on le règle un jour. Parce qu'on peut être il faudra donc qu'on puisse se dire, en effet, un problème de compétitivité de nos boîtes. Et donc, réglons ça avec nos salariés directement. Bon, puis après, vous avez une réglementation qui est là pour contrôler, des branches qui sont là pour contrôler, des conventions collectives qui sont là pour contrôler. Donc, il y a des inspecteurs du travail aussi qui sont là pour contrôler. Donc, moi, j'ai aucune inquiétude de laisser tout ça, le champ aux entrepreneurs eux-mêmes, de négocier ça avec leurs salariés. Ensuite, sur votre deuxième question, moi, je pense, si vous voulez, que je vous ai donné l'exemple de mon ouvrière que j'avais vue il y a une quinzaine d'années, et qui faisait un geste répétitif, sans aucune formation, sans aucune éducation, et elle faisait un geste répétitif. Et cette personne-là était en grand danger par rapport à son emploi. Parce que j'ai par ailleurs des Mexicains et des Chinois à Radial, j'ai 700 Mexicains, et j'ai 400 Chinois, 500 Chinois, et j'ai 200 Indiens, sur un effectif au total de 3000 personnes. Mais j'ai gardé 1500 emplois français, dont des ouvriers et des ouvrières. Il est clair qu'une ouvrière française qui fait ce geste-là toute la journée, ça ne marche pas. Parce que le Mexicain va faire ça 20 fois moins cher, le Chinois aussi. Donc, cette personne française, eh bien, elle a du bon sens. Utilisons son bon sens. Et c'est ce qu'on a fait. On l'a formée. On l'a formée au PC, on l'a formée à la maintenance, on l'a formée à nous donner des idées, au lean management, à l'excellence opérationnelle. On l'a formée à plein de choses et elle a réussi. Et je pense, si vous voulez, qu'au fur et à mesure que l'automatisation va monter, que les NTIC vont monter, que le numérique va monter, on aura besoin de ces gens-là, qui ne sont pas des 5, qui sont parfois des bacs -1, -2, -3, mais qui ont du bon sens, et c'est là où les filières d'apprentissage doivent être fortement développées en France, très fortement développées en France. Nous n'avons que 400 000 apprentis en France, les Allemands en ont 1 200 000. Donc il y a 3 fois moins d'apprentis. Eh bien, l'apprentissage, c'est génial parce que tous les gens qui sont en échec scolaire, mais qui ont une autre forme d'intelligence que les maths ou d'apprendre des choses par cœur. Vous avez des gens qui sont des surdoués de l'intelligence émotive ou artistique ou manuelle. Eh bien, ces gens-là, l'apprentissage peut leur donner des voies fantastiques sur des métiers plus manuels ou de communication. C'est ce qu'on nous essayons de pousser au niveau de la France, au niveau du MEDEF aussi beaucoup. C'est ce que j'ai fait avec Beau Travail, de montrer tous ces métiers en tension qui demandent encore beaucoup de gens et qu'on ne fournit pas. Donc ces 400 000 métiers en tension, vous avez des soudeurs, des chaudronniers, des mécaniciens, des hydrauliciens, des vendeurs. On manque 80 000 vendeurs, des simples vendeurs en France. C'est incroyable. La vente. Les gens ne veulent pas vendre. C'est incroyable. Il faut développer la vente, il faut développer l'acte de vente, il faut développer la fonction de vente. Eh bien, on pense qu'il faut réexpliquer ces métiers-là aux jeunes, et dès le plus jeune âge, dès le collège, et expliquer que ce sont des métiers merveilleux. Et donc, voilà ce que je pense. Alors, par contre, là où vous avez raison, c'est que le numérique va être schumpeterien, c'est-à-dire en fait va détruire et va créer. Schumpeter, c'est un économiste que vous connaissez sans doute, mais qui a préconisé que l'économie, en fait, était une séquence de destruction, construction répétitive. Eh bien, le numérique va détruire des emplois et va en créer beaucoup d'autres. Et donc, on voit les emplois de la Redoute qui ont été détruits, on voit les agences de tourisme, on voit la vente, et je pense qu'il y a plein d'autres emplois qui vont être créés grâce au numérique. On a vu des produits comme ça, c'est des objets connectés, il y a plein d'emplois qui ont été créés grâce à ça, etc., etc. Donc il y aura un solde positif parce que ce sont des études que nous avons faites aussi. Voilà. Merci, Monsieur Gattaz. Merci. Merci beaucoup.